Quel est ton rapport aux réseaux sociaux? Que te font-ils vraiment? Que font-ils à ton cerveau? Et qu'est-ce que ton cerveau fait avec eux? J'ai eu envie de creuser le sujet des réseaux sociaux car depuis le 29 mai, Meta, Facebook et Insta hantent mes pensées. Je t'explique tout. Dans cette nouvelle newsletter, je te souhaite une merveilleuse écoute. Hello, moi c'est Laurine, ta coach mentale et bien-être préférée. Je suis heureuse de te retrouver chaque semaine dans la newsletter, ce podcast rempli de motivation et de bonne humeur qui fait du bien. Avec humour et douceur, je booste ton épanouissement personnel et professionnel à chaque épisode à l'aide de neurosciences, mais pas seulement, tu verras. Où que tu sois, quoi que tu fasses, je te souhaite une merveilleuse écoute. 137e Boost Letter. Et ce n'est pas sans émotion que j'ai activé mon micro pour vous enregistrer cet épisode qui a une saveur particulière. Beaucoup d'émotions. Vous allez vite vous en rendre compte. Je suis toujours aussi heureuse de vous retrouver sous ce format qui est devenu mensuel, un format où je peux prendre le temps de faire des recherches, de monter un dossier, d'aller creuser certaines informations. Et là, cette fois-ci, j'ai eu envie de creuser le sujet des réseaux sociaux. Alors, comme d'habitude, sur n'importe quelle plateforme de connexion qu'on peut avoir ensemble, vous et moi, je vous invite à commenter, je vous invite à vous abonner, je vous invite à montrer votre intérêt, à me raconter ce que ça fait de votre côté d'écouter la newsletter ou que ce soit un épisode d'Entre nous, les confidences d'une entrepreneur ou encore dans mon cœur d'entrepreneur sur YouTube et de partager avec moi vos déclics, vos réflexions. Vous savez que on est ensemble et que je suis là peut-être toute seule derrière mon micro, mais qu'avant tout, c'est pour me connecter à vous de manière ultra naturelle et simple. Et merci à toutes celles qui ont déjà mis des commentaires, qui se sont abonnées et à toutes les prochaines, bien entendu. On est donc au 137e épisode de cette newsletter. On est en plein mois de juin. Il pleut terriblement dehors. J'adore Bruxelles. Et la canicule s'est arrêtée pour mieux reprendre d'ici quelques jours. Et moi, je suis en demi-teinte. Voilà. J'ai une partie de moi qui a envie de rien. Et Noémie, on en a parlé toutes les deux, tu te reconnaîtras. Et puis, il y a une partie de moi qui a la niaque et qui a envie de tout déchirer. Voilà, ces deux versions de moi cohabitent et je peux vous dire que cet écartèlement est pas très confortable. Alors, je ne sais pas si vous entendez le tonnerre qui commence à l'instant et l'orage qui commence. Bon, je pense que vu la qualité du micro et l'investissement fait, je pense que vous n'entendez rien, mais en tous les cas, ça donne une ambiance assez particulière à cet épisode. Réseaux sociaux, ce qu'ils font à ton cerveau et ce que ton cerveau fait avec eux. Alors oui, depuis le 29 mai 2026, parce que je ne sais pas à quel moment tu vas écouter cet épisode, Meta, Facebook, Insta hantent mes pensées. Mais si je suis tout à fait honnête, depuis juin 2021, Instagram occupe une place quotidienne dans ma vie. Alors je vais commencer par un petit mot perso. En juin 2021, j'ai décidé de lancer mon activité en ligne et de la faire connaître via Instagram. C'était mon premier pied sur les réseaux et depuis, je ne l'ai plus quitté. Bien au contraire, j'ai diversifié. Spotify, Apple Podcast, YouTube, LinkedIn, TikTok. Et c'est littéralement ce qui me sauve aujourd'hui. Est-ce que tu sais ce que c'est de construire quelque chose pendant 5 ans et de le voir disparaître du jour au lendemain? Moi oui. Si tu l'ignores, le 29 mai dernier, mon compte Instagram professionnel coaching.mental.laurine a été désactivé par Meta. Sans explication, sans appel. Pouf! 3000 abonnés, 50 contenus, des centaines d'échanges, de DM, de relations construites message après message. Et ce qui est douloureux quand j'y pense, parce que j'y pense tous les jours, j'ai introduit une demande, une requête auprès du centre d'assistance. Je n'ai aucun retour pour le moment. Bon, en vrai, j'ai déposé 4 requêtes. C'est que en fait, en 2021, je débarquais littéralement sur Instagram. Moi, Laurine, j'y connais
C'est absolument rien. Je me suis lancée, j'ai appris, j'ai tâtonné énormément, j'ai construit brique après brique, poste après poste. Je vois pas ce qu'ils me reprochent. Je n'ai aucune explication. Et ce compte Instagram, c'était aussi ça, une vraie courbe d'apprentissage, beaucoup d'énergie investie et une fierté sincère d'avoir réussi à créer quelque chose à partir de zéro. Je n'utilise pas les réseaux sociaux à titre privé. Je ne vais pas te mentir, ça fait mal. Pas seulement la perte de l'audience que j'ai construite, non, la sensation d'être effacée, d'avoir construit sur du sable, de réaliser à quel point j'avais laissé une plateforme prendre autant de place dans mon identité professionnelle. Et puis, tu me connais ou tu me découvres. J'ai regardé la situation en face et j'ai réalisé ce qui m'avait sauvée. C'est exactement ce dont on parle dans cette boostletter, c'est exactement cette boostletter. Ne pas avoir mis tous mes œufs dans le même panier numérique. Ma boostletter adorée, lancée en 2023, toi, ici, qui est en train de m'écouter ou de me lire, n'appartient pas à Meta. Mon podcast non plus, ma chaîne YouTube non plus, bref. Et d'ailleurs, si tu veux me retrouver sur Instagram, j'ai activé un compte secondaire. Alors viens me faire un petit coucou. Coaching.laurine, avec 2 E, bien entendu. Ce mois-ci, j'avais envie d'aller au fond de cette question-là. Quel est notre rapport aux réseaux sociaux? Que nous font-ils vraiment? Pas juste pour pointer du doigt, mais pour comprendre et pour choisir enfin comment on veut les utiliser plutôt que de les laisser prendre toute la place. Alors c'est parti. Attache ta ceinture, on commence. Et tout d'abord, de quoi on parle? Les réseaux sociaux existent depuis plus longtemps qu'on ne le pense, en tout cas que je ne le pense. Et si on remontait encore plus loin, avant même qu'on les appelle réseaux sociaux, est-ce que tu te souviens de Caramel? Et là, il va tout de suite y avoir un tri dans mes auditrices. Hem, Vous savez, j'ai eu 40 ans cette année, hein, donc Caramel, bah, en vrai, ça c'est mon ancêtre des réseaux sociaux, même si c'était pas vraiment des réseaux sociaux. MSN, Messenger et tout ça, moi j'ai pas tellement utilisé, mais Caramel, ouais. J'ai d'ailleurs rencontré mon deuxième amour sur Caramel. Bref, c'était des salons de chat avec des pseudos improbables. C'était la préhistoire du lien numérique. On n'avait pas de profil public, il y avait pas de followers, il y avait pas de mise en scène. C'était juste de la connexion brute, presque innocente. Dites-moi un peu en commentaire ce que vous avez connu et ce que vous avez expérimenté, ça m'intéresse. Puis sont arrivés les vrais réseaux. MySpace en 2003, que je n'ai pas utilisé. Facebook en 2004, que je n'ai pas utilisé à l'époque. YouTube en 2005, Twitter en 2006, que je n'utiliserai jamais de ma vie. Instagram en 2010, TikTok en 2016. Nous sommes en 2026. En 20 ans, si on prend juste l'arrivée de TikTok 2016, ok, ils sont passés de statut de gadget pour ados, si on vulgarise un petit peu le truc, à infrastructure de nos vies sociales, professionnelles et émotionnelles. Aujourd'hui, en 2026, les plateformes les plus utilisées dans le monde sont dans l'ordre Facebook, 3,07 milliards d'utilisateurs actifs mensuels, Instagram, 3 milliards, WhatsApp, 3 milliards, YouTube, 2,58 milliards et TikTok, 1,99 milliards. Milliards. C'est juste un truc de taré. En France et en Belgique, les préférés restent Facebook, WhatsApp et Instagram. Perso, WhatsApp et Instagram. J'y passe. Enfin, si je suis sur un réseau social, c'est clairement les deux. Mais j'avoue que YouTube a pris une place considérable depuis 1 an et demi dans mon quotidien. Le temps moyen passé sur les réseaux en France, plus de 12 heures par semaine. 12 heures par semaine, ok? Donc c'est presque 2 journées entières d'éveil, hein, par semaine. On prend une seconde? Voilà. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est que les réseaux sociaux sont présents dans nos journées, même quand on ne les consulte pas. Si tu es entrepreneur, tu es là, tu rédiges un email et en même temps, tu es en train de penser à ce que tu pourrais poster. Ou alors, tu viens un moment sympa et tu te demandes si ça pourrait faire une bonne story et tu commences un peu à scénariser. Ou alors, le truc qui ne m'arrive pas, tu analyses tes stats en plein milieu d'un repas. Je n'analyse jamais mes stats. Salut! T'es pas entrepreneur? Tu vois une photo d'une amie en vacances et tu te demandes pourquoi ta vie ressemble un petit peu moins à la sienne.
Tu reçois une invitation à un événement sur Facebook que tu n'avais pas prévu d'accepter. Tu passes 10 minutes sur les réels avant de t'endormir juste pour te détendre. Ou alors, autre cas de figure, tu soutiens une amie ou une créatrice de contenu que tu aimes. Et tu te sens coupable de ne pas avoir liké sa dernière publication et tu te rappelles mentalement de commenter pour booster son algorithme. Force à toutes celles qui le font pour moi. Dans tous les cas, tu n'as pas encore ouvert une seule appli et pourtant, ils sont déjà là. Et à toi qui te dis, moi je ne suis pas vraiment sur les réseaux, écoute bien ce qui suit. La consommatrice silencieuse, celle qui ne poste jamais, ne commente pas, ne like presque rien, n'est pas en dehors du système. Elle est dedans, mais différemment. Peut-être qu'elle utilise Instagram comme moteur de recherche pour trouver un resto, une idée de recette, un prestataire, un avis sur un produit. YouTube pour apprendre, Pinterest pour s'inspirer. Elle ne fait pas les réseaux et pourtant elle les pratique tous les jours à sa façon. Et pendant ce temps, elle observe. Elle absorbe des normes de beauté, de réussite, de style de vie. Pas forcément malgré elle, mais souvent sans s'en rendre compte, parce qu'elle ne se pense pas comme une utilisatrice à proprement parler. Et celle qui ne scrolle pas du tout. Elle vit dans un monde où ses amis, ses collègues, sa famille, ses clientes sont sur les réseaux. Les références culturelles viennent de là, les tendances, les conversations, les injonctions implicites. Tout ça voyage hors des plateformes et atterrit dans le réel. On n'a pas besoin d'avoir un compte TikTok pour être influencé par ce que TikTok a normalisé. Les réseaux sociaux ont reconfiguré le monde dans lequel tout le monde vit, pas seulement celles qui y participent activement. Un peu d'histoire pour comprendre. Vous savez que j'aime bien remettre le contexte. Dans les années 90 à 2002, on est dans l'ère proto-sociale. Caramel, MSN, les forums, les chats. On n'a pas de profil public, on n'a pas d'algorithme. Amen. Pas de like, etc. C'est juste des gens qui se connectaient pour parler à d'autres gens. Pardon. C'était maladroit, c'était lent, c'était parfois bizarre. Et pourtant, c'est là qu'a germé l'idée que l'Internet pouvait être un espace de lien humain. C'est la dernière fois que je dis l'Internet, c'est juste une dédicace pour ma sœur. De 2003 à 2010, c'est l'ère de la connexion. L'idée de base était belle. Rester en contact avec ses proches, partager sa vie avec ceux qu'on aime, se retrouver entre personnes qui partagent les mêmes centres d'intérêt, c'était du lien, et j'ai même envie de dire presque innocent. C'est quelque chose que moi, je n'ai pas du tout vécu et que je ne vis pas du tout à l'heure actuelle, puisque moi je suis arrivée en 2021, je vous l'ai dit, et à titre professionnel. Donc pour moi, ça reste dingue de publier des choses de sa vie privée sur les réseaux sociaux, mais c'était la base de l'idée qui a germé autour des réseaux sociaux. En 2010, pivot. 2010-2018, l'ère de la performance. Là arrive Instagram, le filtre, la mise en scène, le personal branding avant même qu'on ait un mot pour ça. Les likes deviennent une monnaie sociale, on commence alors à se comparer et à performer sa vie autant qu'à la vivre. 2018-2022, coucou, j'arrive à ce moment-là, tout le monde s'en fout, mais j'arrive à ce moment-là, c'est l'ère de l'algorithme. Et je pense que c'est là qu'il y a un truc qui a foiré. Bon, les plateformes optimisent pour l'engagement, le fameux engagement. L'engagement, ça veut dire quoi? Te garder le plus longtemps possible sur l'écran. Peu importe ce que ça te fait. TikTok redéfinit l'attention avec le format ultra court et le scroll infini devient la norme. 2022 à aujourd'hui, l'ère de la remise en question. Des études sortent. Des documentaires font du bruit. The Social Dilemma. Si tu l'as en français, c'est derrière vos écrans de fumée, je pense. Si tu l'as pas vu, cours, va le voir. Il est sur Netflix, je pense encore. Des lois commencent à encadrer les plateformes, des utilisatrices prennent du recul, le mouvement digital detox explose et en même temps, on décroche pas vraiment, faut être honnête. Et la question de l'âge d'accès devient un vrai débat de société. En Belgique, le consentement numérique est fixé à 13 ans. En dessous, un accord parental est requis. En France, la majorité numérique est à 15 ans dans la loi et un projet voté à l'Assemblée de début 2026 vise à interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans dès la rentrée de septembre 2026. Le Parlement européen, quant à lui, réfléchit à harmoniser à 16 ans. Ce sont des chiffres qui font réfléchir. On parle d'enfants qui découvrent les mécanismes de comparaison, de validation et d'addiction numérique avant même d'avoir fini leur développement cérébral. Parce que
Je vous le rappelle, et ça fait déjà quelques minutes qu'on est en boostletter et je n'en ai pas encore parlé, c'est le moment idéal, notre cortex préfrontal. J'ai du mal à prononcer manifestement aujourd'hui. Le cortex préfrontal, c'est notre ami à nous, notre nouveauté, des Homo sapiens sapiens, ok? C'est le siège du recul et du jugement. Il n'est pleinement mature qu'à 25 ans, ok? Et pendant qu'on parle d'âge légal d'accès, un petit mot doux pour celles qui partagent les photos de leurs enfants sur les réseaux. C'est pas un jugement, juste c'est ma boostletter et j'ai envie d'en parler. Beaucoup d'entre vous le font avec amour et fierté, c'est beau. Mais c'est une invitation à réfléchir. Ton enfant n'a pas consenti à avoir une présence numérique. Mm, mm. Il est ultra formaté par ce que tu fais toi. Donc ses photos, ses moments, parfois son prénom, son école, tout ça construit une identité en ligne qu'il n'a pas choisie et qu'il ne pourra pas effacer. Et dans 10 ans, il aura peut-être une opinion très tranchée là-dessus. Alors avant de poster, réfléchis. Juste réfléchis. Et je ne peux pas parler des réseaux sociaux sans en parler, et qu'on doit le dire clairement. Les réseaux sociaux sont aussi le terrain de personnes malveillantes, des crapules. Les photos d'enfants publiées peuvent être collectées, détournées, utilisées à des fins de pédocriminalité. C'est pas une peur irrationnelle, et pour toutes celles qui me connaissent, vous savez que je suis un petit peu ultra méga sensibilisée sur le sujet. C'est une réalité qui est documentée par les autorités et les associations de protection de l'enfance. Les profils de prédateurs en ligne sont souvent soigneusement construits, patients, passent par des approches progressives pour établir une relation de confiance avec la famille, avec les enfants, oh là là, avant d'agir. Quelques réflexes simples. Tous vos comptes sont en privé. Pas de prénom, pas d'école visible. J'ai envie de dire même pas de photos en fait de vos enfants, pas de localisation et une conversation ouverte avec vos enfants sur ce qu'ils font et voient en ligne. On ne protège pas en cachant, on protège en parlant. Je sais, j'ai un peu cassé l'ambiance, mais c'est fondamental. Fondamental. Et on va reparler un petit peu de la place des écrans après, évidemment, parce que un réseau social sans écran, bah ça, c'est pas un réseau social. On continue? Parce que j'ai encore beaucoup de choses à vous raconter. C'est parti. On a tendance à se dire qu'on manque de volonté, qu'on devrait juste faire preuve de discipline, qu'on est faible, parce que, par exemple, on va checker son téléphone toutes les 10 minutes. Ok, spoiler, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Les applications que tu utilises ont été conçues par des équipes entières de neuroscientifiques, de psychologues comportementaux et d'ingénieurs dont le seul objectif était de rendre leur produit le plus addictif possible. Et c'est pas une métaphore. C'est leur mission officielle, hein, maximiser le temps passé sur la plateforme. Elles utilisent pour ça des mécanismes empruntés aux recherches sur la dépendance, les récompenses aléatoires, la validation sociale, la peur de rater quelque chose, tu sais, ce fameux FOMO, et la stimulation en continu. Tu n'es pas accro parce que tu es faible, tu es accro parce qu'on a tout fait pour que tu le sois. Et notre société n'aide pas. Dans un monde où tout va vite, où l'information est partout, où être visible en ligne est devenu une injonction professionnelle, notamment pour les entrepreneurs, il est presque impossible de juste arrêter. Et puis il y a ce moment que beaucoup reconnaîtront. Vous êtes ensemble, en famille, entre amis, en couple, et chacun est sur son écran. Pas par malveillance, pas par désintérêt de l'autre, pour l'autre. Juste parce que c'est devenu le réflexe par défaut du moindre temps creux. On attend que le repas soit prêt, téléphone. On est dans les transports ensemble, téléphone. On regarde un film et on check en même temps des infos, téléphone. Les écrans sont devenus le meuble invisible de tous nos espaces partagés. On ne leur a pas vraiment donné une place. On les a laissés prendre toute la place. Alors quelques questions pour prendre la température, sans jugement évidemment, juste pour observer. Est-ce que tu sors ton téléphone et tu le poses sur la table au restaurant? Moi, je le fais. Ouais, j'avoue, je le fais parce que je prends tout le temps des photos. Bon. Est-ce que la télé tourne en fond chez toi même quand personne ne la regarde vraiment? Est-ce que la tablette ou le téléphone est à portée de main dans le salon? Est-ce que tu dors avec ton téléphone à côté de toi? Ou carrément dans ton lit? Oui, oui, c'est possible. Est-ce que tu as une télé dans la chambre? Dans la cuisine?
au salon ou à la cuisine? Cuisine, j'ai déjà dit. Ou à la salle de bain? Salle de bain, j'ai pas dit. Est-ce que tu scrolles aux toilettes? Est-ce que tu consultes ton téléphone dans les 5 minutes qui suivent ton réveil, avant même de te lever? Moi, vous savez, hein, je me suis déjà confessée, hein. Je j'allume mon téléphone dès que j'ouvre les yeux et je dis bonjour aux personnes les plus proches. Enfin, les plus proches, pas géographiquement, hein, dans mon cœur. Alors, pas de bonne, de mauvaise réponse, juste qu'est-ce que ça te dit sur la place que tu leur as donnée à ces réseaux sociaux? Et la question mérite d'être posée à voix haute et sans culpabilité. Quelle place est-ce qu'on veut vraiment leur donner? Et les enfants dans tout ça, ils apprennent en observant. Avant même d'avoir leur propre téléphone, ils ont vu des centaines de fois leurs parents, leurs grands-parents, leurs oncles, leurs tatas regarder un écran, parfois plutôt que de leur répondre. Ils ont intégré que c'est comme ça qu'on fait. Par contre, les recommandations des pédiatres, des neuroscientifiques sont claires. Pas d'écran avant 3 ans. Usage très limité et accompagné jusqu'à 6 ans et une attention particulière au contenu et aux durées ensuite. Pas parce que les écrans sont le mal, pas du tout, je ne diabolise certainement pas les écrans, mais parce que le cerveau d'un enfant est en pleine construction et que ce qu'il consomme le façonne en profondeur. Donc c'est pas une question de génération ni de nostalgie, c'est de la neurologie. Alors, un petit bémol évidemment pour tous les enfants à spécificité, il y a des accompagnements du coup spécifiques, bravo Sherlock. Là, je parle vraiment de manière ultra méga générale et je peux constater à travers ma sœur d'amour à quel point c'est compliqué aujourd'hui, d'encadrer le comment je pourrais dire ça? Les utilisations des écrans des écrans et des réseaux sociaux. Parce qu'en fait, aujourd'hui, à 8 ans, ben, en fait, il y a plein d'enfants qui sont sur des réseaux sociaux, qui ont des téléphones, qui jouent à des jeux en ligne, et cetera, avec un contrôle plus ou moins facile, heu et ça peut être dangereux à plein d'égards, en fait. Alors, je suis pas là pour être alarmiste, mais simplement pour rendre à César et dire à ma sœur à quel point je suis, en admiration totale, je vais pleurer, pour l'éducation qu'elle donne à mon neveu. À ce niveau-là, en tous les cas. Donc juste faites gaffe, voilà, faites gaffe parce que un, nous sommes des modèles et que les enfants nous imitent et 2, parce qu'aujourd'hui, les contenus qui sont proposés sur les réseaux sociaux, que ce soit YouTube, que ce soit, bref, même des thématiques d'enfants, ne sont pas forcément adaptés au cerveau d'un être humain et que ça va beaucoup trop vite. Beaucoup, beaucoup trop vite. Donc épargnons-les, c'est la moindre des choses. Oh là là, on va y arriver. C'est la moindre des choses qu'on puisse faire étant donné qu'ils n'ont rien demandé pour être ici sur cette planète. Et vous savez ce que j'en pense. Bon, allez, on va un cran plus loin et on va voir un petit peu ce que disent les neurosciences, la psychologie, la sociologie sur les réseaux sociaux. Alors, bon, le grand classique évidemment, c'est le cerveau et la dopamine. Là, j'enfonce une porte ouverte, on est d'accord. Quand tu reçois un like, un commentaire, un DM positif, ton cerveau va libérer de la dopamine, le neurotransmetteur du plaisir et de la motivation. Sauf que ce plaisir est bref, très 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 bref, peut-être trop bref. Et plus on en reçoit, plus il en faut pour ressentir la même satisfaction. C'est le mécanisme de base de toute addiction. Ce qui est particulièrement vicieux avec les réseaux sociaux, c'est la récompense intermittente. Tu ne sais jamais quand la prochaine notification va tomber. Comme un jeu de hasard. Et c'est précisément ce type de récompense qui crée les comportements les plus compulsifs. Les casinos le savent depuis longtemps. Les plateformes aussi. Ensuite, le scroll. À quoi ça ressemble dans ton cerveau? Le scroll infini. Alors scroller, pour ceux qui ne savent pas, c'est, comment je pourrais définir ça? C'est, balayer, sans fin, toutes les, publications qui tombent sous tes yeux. OK. Ça active le mode de navigation de ton système nerveux. Une vigilance qui va être diffuse, sans objectif précis, en quête permanente de stimulation. Ton cerveau est en état d'alerte légère continue. C'est pas du repos, c'est pas de la détente, c'est de la consommation passive qui épuise tes ressources attentionnelles sans que tu t'en rendes compte. Donc quand tu vas poser ton téléphone, tu vas te sentir fatigué, vaguement vide en fait, parfois même coupable,
sans trop savoir pourquoi, à part cette sensation d'avoir perdu ton temps. On a aussi, avec les réseaux sociaux, une comparaison sociale qui est anormale. Et dans ce cas de figure, c'est plutôt de l'instinct, c'est pas un défaut. Notre cerveau, il est câblé pour la comparaison sociale. Rappelez-vous, c'est un mécanisme évolutif pour se situer dans son groupe, évaluer sa place, ses ressources, ses menaces. Donc, dans le contexte de la grotte préhistorique, c'était utile. Dans le contexte d'Instagram et tous les autres réseaux sociaux, c'est une catastrophe. Parce qu'on ne se compare plus à ses voisines ou à ses collègues, on se compare aux meilleurs moments soigneusement sélectionnés de millions de personnes. On compare notre quotidien ordinaire à leur highlight. Highlight, c'est vraiment the best of the best. Est-ce que je viens d'expliquer un mot en anglais par d'autres mots en anglais? Oui, bien sûr. Vous pouvez, Google is your friend. Et en plus, je l'explique encore en anglais. Bon, bref. Leur bureau esthétique, leurs revenus annoncés en réel, leur vie en apparence parfaite. La psychologue Festinger, qui a théorisé la comparaison sociale dans les années 50, elle n'avait pas prévu Instagram, clairement, on est d'accord, mais ses travaux prévoient exactement ce qui se passe. La comparaison vers le haut, donc avec des gens qu'on perçoit comme mieux, diminue l'estime de soi. Et sur les réseaux, c'est la comparaison vers le haut qui domine quasi en permanence. J'aimerais faire un petit zoom là sur la charge cognitive invisible. Parce que même sans scroller, les réseaux occupent de la bande passante mentale. Tu rédiges mentalement des légendes, tu penses à ce que tu vas poster, tu te demandes si tu devrais répondre à un commentaire, tu analyses les statistiques de la semaine, tu compares tes chiffres à ceux d'une autre créatrice. Et si tu n'es pas entrepreneur? La charge existe quand même. Tu penses à liker la publication de ton ami pour l'aider. Coucou! Tu te rappelles qu'il faudrait commenter pour l'algorithme. Tu ressens une vague culpabilité de ne pas avoir réagi à la dernière story de ta sœur. Tu portes mentalement le poids des présences numériques des autres. Leur visibilité, leurs efforts, leurs appels implicites à être soutenus. Soutenir quelqu'un sur les réseaux sociaux est devenu une forme de travail affectif non nommé. Un travail invisible, non rémunéré qui s'ajoute à tout le reste. Et tout ça, ça se passe en arrière-plan. Ça consomme des ressources cognitives dont tu aurais besoin ailleurs pour créer, pour te reposer, pour être vraiment présente. Je sais ce que ça vous coûte. On est à l'heure actuelle dans une ère numérique, ok? Et les sociologues parlent de gestion de l'impression. C'est le concept de Goffman dans les années 50 qui est toujours d'actualité. On joue tous des rôles sociaux selon un contexte, ok? Les réseaux sociaux ont créé un contexte radicalement nouveau, où on joue en permanence devant une audience potentiellement infinie, sans jamais quitter la scène. Pour les entrepreneurs en particulier, il y a souvent une confusion entre identité personnelle et identité professionnelle en ligne. Ton compte Instagram, c'est toi ou c'est ton business? Ou c'est les deux? Est-ce que tes chiffres d'engagement définissent ta valeur? Est-ce que quand une publication flop, ne marche pas, est-ce que c'est toi qui as échoué? C'est un sujet qu'on travaille régulièrement dans Happy Boss. Parce que cette confusion entre ce qu'on publie et ce qu'on génère, et ce qu'on est, pardon, génère une pression psychologique diffuse, constante, épuisante. Et apprendre à dissocier sa valeur de soi de sa performance en ligne, c'est un vrai travail de fond. C'est hyper compliqué quand tu incarnes ton business d'ailleurs. Quand c'est ton personal branding. Coaching Laurine, par exemple, c'est Laurine, clairement. Je suis quasiment sur tous les posts. C'est moi qui suis mise en avant. C'est mon cerveau que je mets à disposition, en quelque sorte. C'est moi. C'est moi. Et pourtant, Coaching Laurine, c'est une de mes facettes. Mais si Coaching Laurine ne performe pas, Laurine, c'est pas qu'elle en a rien à foutre. C'est pas vrai. Mais ça ne change rien à ma valeur. Rien du tout. Je fais une vidéo qui marche pas du tout, c'est une vidéo qui marche pas du tout, en fait. Ça fait chier, hein, on est d'accord. Mais moi, je continue de vivre, hein, en fait. Et heureusement. Et ce travail de fond, c'est un des piliers de la confiance en soi durable, justement. Donc attention, fusion, confusion. Ça vaut dans les couples et ça vaut aussi pour le business. On fait un focus sur les bénéfices et les dangers des réseaux sociaux parce que bon, il n'y a pas que du caca, hein, en fait. Il y a plein de trucs absolument géniaux. On va commencer justement par ce que les réseaux sociaux font de bien.
Connexion et appartenance, parce qu'on est quand même là pour ça, non? Pour beaucoup de femmes entrepreneurs, là je vais prêcher pour ma paroisse, les réseaux sont un antidote à la solitude du travail indépendant. Des communautés se forment, des amitiés réelles émergent, des collaborations naissent. Ce n'est pas rien. Moi, j'ai rencontré plein de femmes extraordinaires grâce aux réseaux sociaux, vraiment. Et vous vous reconnaîtrez en m'écoutant. Ensuite, on a un accès à l'information et à l'apprentissage. C'est juste magique. Un contenu bien pensé sur LinkedIn ou sur YouTube peut changer une perspective, apporter une méthode, ouvrir une porte. On a accès en quelques secondes à des expertises qu'on aurait mis des années à trouver autrement. Est-ce que c'est pas juste fou? Je pourrais en parler avec l'IA aussi, mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Visibilité et opportunité, c'est une réalité. Les réseaux offrent une capacité de rayonnement sans précédent. Et ça peut concerner la vie perso et la vie pro. Pour la vie pro, construire une audience, attirer des clientes, collaborer avec d'autres créatrices de contenu, sans budget pub parfois. Et à titre perso, mais ouvrir ses horizons, découvrir des nouvelles choses, apprendre, c'est juste dingue. Amplification des causes. Des mouvements sociaux ont émergé ou se sont amplifiés grâce au réseau. Je pense à MeToo, je pense à Black Lives Matter, je pense à tout ce qui est dénonciation de toutes les crapules qui peuvent exister sur cette planète. Donc oui, les réseaux sociaux peuvent servir le collectif. Et enfin, créativité et expression. Pour celles qui trouvent leur voix, les réseaux sont un espace d'expression, d'expérimentation, de création. C'est pas rien non plus, hein. Et si vous pensez à d'autres choses de super positives, mettez-les en commentaire, vraiment, parce que les réseaux sociaux, ça sert à rien de les diaboliser, hein, comme les écrans. Ce qui compte, c'est l'utilisation qu'on en fait. Et c'est là que on va mettre un petit focus, une petite lumière sur ce que ça fait de pourri, les réseaux sociaux. On y va. Alors, pour commencer, évidemment, l'impact sur l'estime de soi. Oh my God. Des centaines d'études l'établissent. Une utilisation intensive des réseaux, surtout d'Instagram, est corrélée à une baisse d'estime de soi, notamment chez les femmes et chez les filles. La comparaison permanente, la validation externe, la peur du jugement, c'est un cocktail redoutable. Et quand tu te dis, ouais, utilisation intensive des réseaux, je suis pas concernée, si tu vas sur les réseaux tous les jours, tu peux déjà potentiellement être concerné, hein. Voilà. Ensuite, et c'est un vrai problème dont j'ai envie de parler, mais je me demande si je ne ferais même pas une newsletter entière là-dessus d'ailleurs. Vous me direz si ça vous dit. Ça court-circuite l'ennui. Ouais. Et en plus, à l'heure actuelle, l'ennui a très mauvaise réputation. Pourtant, d'un point de vue neurologique, c'est un état précieux. C'est dans l'ennui que le cerveau entre en mode réseau par défaut, dont je vous parle tout le temps. Il va intégrer les expériences, générer des idées, laisser émerger la créativité. Il ne peut pas le faire si vous êtes tout le temps occupé. Ça ne marche pas en fait. Les réseaux sociaux ont rendu l'ennui quasiment impossible. On comble la moindre seconde creuse avec du scroll. File d'attente, trajet, repas seul, le téléphone sort automatiquement. On ne s'ennuie plus. On crée moins, on récupère moins, on pense moins librement. Mais soyons honnêtes, et c'est important de le dire. Parfois, scroller, c'est aussi se donner un moment à soi, une bulle, une micro-pause dans une journée surchargée. Pour beaucoup de femmes, particulièrement les mères, les aidantes et les entrepreneurs qui donnent toute la journée, ouvrir Instagram 5 minutes, c'est la seule chose qu'elles font pour elles dans la journée. Et ça, c'est pas anodin. C'est pas de la faiblesse, c'est un besoin réel de décompression qui trouve un exutoire là où il peut. Le vrai sujet, c'est pas scroller, c'est mal. Encore une fois, tout ce qui est trop binaire, vous savez que c'est vraiment, ça n'a pas de sens. Est-ce que ce moment pour souffler te ressource vraiment ou est-ce qu'il t'épuise un peu plus? Parce qu'il y a une différence entre choisir consciemment de se poser 20 minutes avec un contenu qui fait du bien, par exemple une newsletter, par exemple ma chaîne YouTube, et scroller par automatisme en sortant encore plus fatigué qu'avant. L'un, c'est une pause, l'autre, c'est une fuite. Et tu es la seule à pouvoir faire la distinction. Ensuite, qu'est-ce que ça fait de pourri les réseaux sociaux?
fragmentation de notre attention. Notre capacité d'attention, elle est profonde et elle est attaquée par un format ultra court et une stimulation en continu. Donc ça nous devient difficile, voire très difficile de lire un livre, de se concentrer sur un projet complexe, d'être vraiment présente. C'est pas une impression, hein, c'est mesurable. Donc je refuse de faire des mini contenus méga courts de 10 secondes. Bah, en fait, je dis rien moi en 10 secondes, hein. Moi, TikTok, c'est pas mon terrain de jeu, hein. Vraiment pas du tout. J'y suis, mais si vous regardez bien, je recycle, hein. C'est ce que je mets sur Insta, je le mets sur TikTok, c'est tout. Mais non, non, moi non, non, non. C'est pour ça que j'adore YouTube. J'adore vous parler pendant 1 heure. Et vous voyez d'ailleurs que les newsletters, elles ont commencé à 10-15 minutes et maintenant elles durent 40 minutes. Enfin, on a dépassé les 40 minutes là, mais bref, vous voyez. Qu'est-ce que ça fait de pourri encore les réseaux sociaux? L'anxiété, le fameux FOMO, la peur de rater quelque chose. FOMO, ça veut dire Fear of Missing Out. C'est vrai qu'il n'y avait pas assez d'anglais dans cette newsletter. C'est une réalité psychologique à nouveau qui est documentée. Donc, les réseaux sociaux vont générer une hypervigilance numérique épuisante. Vérifier, rafraîchir, surveiller, ne rien rater. Au secours. Au secours. Ça crée aussi une dépendance à la validation externe. Quand on poste du contenu et qu'on attend des réactions, on va transférer une partie de notre régulation émotionnelle vers l'extérieur. Si ça marche, on se sent bien. Si ça prend pas, on se remet en question. What? Ça, c'est un mécanisme de régulation émotionnelle externe qui donc est fragile et qui fragilise en retour. Donc on n'est pas du tout dans le bon. Pas du tout dans le bon. L'illusion du contrôle. Alors, comme je l'ai vécu personnellement, je peux en témoigner. Tout ce qu'on construit sur une plateforme ne nous appartient pas. Tout en cœur, pas. Un algorithme change. Un compte se fait désactiver. Une tendance passe. La maison est belle, mais le terrain appartient à quelqu'un d'autre. Le biais de confirmation et les bulles de filtre. Les algorithmes te montrent ce que tu aimes déjà, ce qui te conforte dans tes opinions, ce qui t'excite ou t'indigne. C'est confortable à court terme, ouais, mais c'est appauvrissant à long terme. Donc j'aimerais ajouter quelque chose. Lorsque vous kiffez quelqu'un sur les réseaux sociaux, trouvez un moyen de vous connecter à elle autrement que par un réseau social. Si elle a une newsletter, si elle a un site internet, si elle a, je sais pas moi, un produit gratuit, n'importe quoi. Une newsletter, j'allais dire. Obséder la fille. Si elle a une newsletter en blog, si elle a un podcast, une chaîne YouTube, n'importe quoi en fait, un LinkedIn, allez vous connecter autrement avec plusieurs biais parce que demain, elle disparaît, comme ça m'est arrivé, vous la retrouvez pas facilement. Voilà. Aujourd'hui, j'ai, je pense, 117 personnes sur mon compte secondaire Instagram. J'en avais 3000. Bon, bah voilà. OK. Et n'hésitez pas à partager avec vos proches des contenus que vous n'auriez vous jamais eu dans votre feed. C'est hyper important. Et partez pas du principe que oh ça va pas lui plaire. Non, en fait, ouvrons-nous d'autres horizons les unes aux autres. Ouf, j'y arrive. Allez, un petit exercice parce que j'ai beaucoup parlé là quand même. Hein. J'espère que ça vous intéresse autant qu'à moi. Dites-moi en commentaire. L'audit de ta relation au réseau. Alors j'ai fait un truc méga simple en 15 minutes. Juste pour planter une graine, ok? On n'est pas dans un vrai audit, on est dans un mini audit, ok? Donc, c'est parti, tu peux mettre sur pause, tu peux prendre ton stylo à paillettes, ton carnet préféré et on y va. Bon, idéalement, pas le téléphone, because you know, ok? Alors, déjà, première question extrêmement simple. Quel réseau consultes-tu tous les jours? Et liste-les honnêtement. Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, LinkedIn, bref, et tous les autres que moi je connais pas, combien ça fait déjà? Tous les jours. 2. Quand tu ouvres tes réseaux, qu'est-ce que tu cherches vraiment? De la connexion, de l'information, de la distraction, de la validation? Ok. Question 3. Comment tu te sens Ouh là là, Laurine. Comment tu te sens avant comparé à après? Une session de scroll de 20 minutes par exemple. Parce que ça existe, ça, une session de scroll de 20 minutes. Ah, je suis très mal placée pour parler des sessions de scroll parce que ça ne m'arrive pas. Je ne connais pas ça.
Donc dites-moi un peu, tiens, est-ce que vous scrollez vous? Est-ce que ça vous arrive de vous dire: «Ah, ça fait déjà 20 minutes, alors que j'avais 3 minutes de dispo» ou alors, ça fait déjà 1 heure ou alors même vous scrollez le soir, avant de vous endormir et en fait ça fait 1 heure et vous vous dites: «Oh shit». Enfin bref, dites-moi un petit peu comment vous vivez le scroll. Quatrième question, quel réseau te nourrit et lequel te vide? Il y a très souvent une différence entre les 2 et c'est souvent hyper clair. Vous pouvez être sur YouTube, par exemple, et vous nourrir et vous pouvez être sur TikTok et vous vider. Le gros cliché. Mais dites-moi un peu vous, comment vous le vivez? Hem, Si vous êtes entrepreneur et que vous êtes sur les réseaux sociaux, d'abord votre, réseau social, oh là là, votre réseau social principal, c'est lequel? S'il disparaissait demain, ouais, comme le mien, ouais, je suis pas allée chercher très loin, hein. Que se passerait-il? Quelles seraient tes ressources alternatives? Et 6, une chose que tu voudrais changer dans ta relation au réseau. Une seule, concrète, réaliste. Une seule chose. Est-ce que tu as une idée? Déjà, ces derniers temps, moi, j'ai commencé à ne faire qu'une seule story le dimanche, sachant que les stories Instagram, c'est ce que je préfère. J'adore ça. Je pense que si j'avais une équipe avec moi, je sais pas pourquoi je vous raconte ça, j'imagine que ça vous intéresse. Si j'avais une équipe avec moi qui faisait le montage et toute la création de contenu autour et tout, je pense que ce que je préférais, c'est les vidéos YouTube. Mais bon, vu que je suis toute seule et que je fais tout, franchement, c'est énormément de travail. C'est vraiment énormément de travail, alors que les stories, c'est vraiment facile. Hem, ouais, non, les stories Instagram, j'adore ça. J'adore vraiment ça. Mais heu, soyez honnête, il y a jamais ma vie privée, hein. Vous ne voyez jamais aucun de mes proches déjà, à part ceux qui sont publics, que ce soit Margot, que ce soit Nils, Mélia, enfin voilà, à part ceux qui sont publics, mais sinon, non, parce que ma vie privée est privée! Putain, mais aujourd'hui vous êtes hyper au taquet, c'est génial. Alors, on fait un petit récap des points essentiels? Non, je vous fais d'abord un petit récap des 6 questions, OK? Donc 1, quel réseau consultes-tu tous les jours? Et là, vous les listez. 2, quand tu ouvres tes réseaux, qu'est-ce que tu cherches vraiment? 3, comment tu te sens avant et après une session de scroll, par exemple, ou juste une session, de réseau social? 4, quel réseau te nourrit et lequel te vide? Et ça, fais un petit screen sur la semaine, un petit reporting et tu vois un peu ce que ça donne. 5, si ton compte principal disparaissait demain, en fonction du réseau social que tu utilises le plus, quelles seraient tes ressources alternatives? Qu'est-ce qui se passerait? Un peu comme ce qui m'est arrivé, enfin ce qui m'arrive, parce que c'est pas du tout au passé, hein. 6, une chose que tu voudrais changer dans ta relation au réseau, une seule, concrète, réaliste. Et j'ai pas mal de filles dans Happy Boss qui se lancent un peu des challenges et des défis, pour limiter, leur utilisation des réseaux ou du téléphone même, hein. Parce qu'encore une fois, tout est fait pour qu'on y passe un maximum de temps. Et si vous êtes en date, par pitié, laissez vos téléphones dans vos sacs. Voilà. Bon, on fait le récap, c'est parti. Alors, oui, je suis désolée, j'ai l'impression que c'est un peu décousu cette newsletter, mais si vous étiez, à l'intérieur de mon cœur et de mon cerveau à l'heure actuelle, vous verriez que un, je suis épuisée, vraiment et heu et 2 que je suis, perturbée. Voilà. Donc désolée, désolée d'avance. Mais j'avais grave envie de faire cette newsletter, donc je l'ai faite. C'est tout. Vous connaissez, hein, si vous avez vu ma vidéo sur YouTube, vous savez que j'ai un triangle très important d'équilibre, ma boussole interne dans mon business et là, on est en plein dedans, donc j'y vais à fond. Si tu sais pas de quoi je parle, tu peux aller sur YouTube et tu vas regarder, la boussole que j'utilise. Alors, un petit récap des points essentiels. Les réseaux sociaux ont été conçus pour capter et retenir ton attention. C'est pas un bug, c'est le modèle qui a été conçu et qui fonctionne très, très bien. Ton réseau, obsédé. Ton cerveau répond à leurs mécanismes de manière parfaitement normale et prévisible. Donc t'es pas faible. Non, 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 pas du tout. Ils peuvent être une source réelle de connexion, de visibilité, de créativité ou une source de comparaison, d'épuisement et de dépendance. Et souvent les deux en même temps. Le scroll passif n'est pas du repos pour ton système nerveux, c'est une activation diffuse qui fatigue sans ressourcer.
La comparaison sociale est un réflexe naturel amplifié à une échelle que notre cerveau n'était pas prévu pour gérer. Construire une présence multiplateforme et hors réseau, newsletter, podcast, site n'est pas un luxe, c'est une hygiène numérique et économique. Et là, ça sort de mon cœur. Allez, avant qu'on se quitte, le challenge du mois. 7 jours d'observation consciente. On y va. Pas de détox radical. Vous savez que c'est du bullshit, que ça marche pas sur le long terme, que ça sert à rien, ok? Donc juste de la conscience. Pendant 7 jours, avant d'ouvrir n'importe quelle application de réseau social, pose-toi une question en 3 secondes. Pourquoi j'ouvre ça là, maintenant? C'est tout. Tu peux quand même l'ouvrir. L'idée, c'est de sortir du pilote automatique, juste un instant, pour commencer à habiter ta relation au réseau plutôt que de la subir. Je vous retrouve en commentaire, évidemment, je vous envoie une tonne d'amour. Je vous laisse sur un sourire et vous dis à très vite. Ensemble, construisons un monde plus doux pour chacune d'entre nous. Si cette newsletter vous a plu, partagez-la en masse, donnez-moi de la force et que cette newsletter atteigne le cœur de quelqu'un qui en a besoin. Merci pour votre fidélité, merci pour vos messages d'encouragement, de soutien qui me percutent en plein cœur. Merci d'être là, merci de continuer à faire vivre Coaching Laurine. L'aventure est loin, loin d'être terminée, même si potentiellement la bataille que je livre à l'heure actuelle contre Meta, je risque de la perdre, mais c'est pas grave. C'est pas ça qui fera couler Coaching Laurine. Donc merci du fond du cœur, encore une fois. Je vous laisse là. Je vous dis à très vite. Bisous boost. Incroyable, l'épisode est déjà terminé. J'espère qu'il t'a été aussi utile qu'il a été agréable pour moi de l'enregistrer. Est-ce que tu es prête à relever le challenge du jour pour booster ton bien-être ? Si l'épisode t'a plu, partage-le à tout ton monde. Tu n'imagines pas à quel point il peut être utile pour une de tes proches. Avant de se quitter, très important, vérifie que tu es bien abonné à la newsletter. Et si l'épisode t'a plu, donne de la force à ce podcast et mets-moi une jolie note pour soutenir mon travail. Ça compte énormément pour moi et pour l'algorithme. Toute mon actualité se retrouve sur mon site internet coachinglorine.com. Je te souhaite une merveilleuse journée ou une belle nuit, où que tu sois. Prends soin de toi, puis prends soin des autres. Bisous boost.